voudrais, mesdames, messieurs, maintenant accueillir notre second invité, qui va être un keynote speaker en personne, in person, comme on dit, parce que nous discutons pendant ces 2 jours du monde de l'assurance dans un monde d'incertitude. L'intervention va nous amener à réfléchir, à penser aux solutions pour repousser les frontières de l'assurabilité et combler les gaps de protection. Je vous propose d'accueillir pour cela la présidente de France Assureurs, Florence Lussmann. Bienvenue, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci à la Fédération marocaine des assurances et en particulier à son président, Mohamed Hassan Ben Salah, pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans ce qui est maintenant un des rendez-vous incontournables de l'assurance mondiale. Et je suis heureuse cette année de le faire en présentiel. Alors, pour éclairer le thème général de ces rendez-vous, à savoir quelle assurance dans un monde d'incertitude, je souhaiterais ce matin évoquer devant vous la question de l'assurabilité et du protection gap. Je partirai naturellement de la situation du marché français de l'assurance, le premier marché dans l'Union européenne, un marché qui se caractérise par un très haut niveau de protection publique, avec notre régime de sécurité sociale, avec nos régimes de retraite également, très haut niveau de couverture privée également via les assureurs, ce que j'ai coutume de résumer en disant que le citoyen français est une espèce très, très protégée. Mais avant de parler de protection, parlons d'abord de risque. Pour la 7e année consécutive, nous avons réalisé chez France Assureurs, en 2024, notre cartographie prospective des risques. C'est un exercice annuel qui nous amène à interroger 200 directeurs et experts des risques qui évaluent 25 risques sur une échelle de 1 à 5. Et ils évaluent la fréquence et la sévérité de ces risques, encore une fois, à un horizon de 5 ans. Je rappelle, cette cartographie est évidemment disponible sur notre site Internet. Qu'est-ce qu'on constate en 2024? D'abord que sur le podium des 3 risques les plus importants pour les 5 années à venir, on trouve en fait 3 ex-aequo. L'environnement économique, le dérèglement climatique et les cyberattaques. Et ces 3 risques, ils sont déjà cotés à 4 sur 5, donc ils sont vraiment très très proches du maximum. Alors cette année, on a un peu renouvelé l'exercice, donc non seulement on a coté les risques, mais en plus on a demandé aux experts d'évaluer l'interdépendance entre les risques. Parce que tous ces risques, évidemment, ils sont interdépendants les uns des autres. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que le risque qui paraît le plus corrélé avec tous les autres, eh bien, c'est le risque du dérèglement climatique. Pourquoi? Donc ce risque de dérèglement climatique, il est corrélé avec 40% des 25 risques que nous évaluons chaque année. Et en fait, ce n'est pas surprenant parce que le dérèglement climatique, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer des catastrophes naturelles exceptionnelles, des dysfonctionnements des infrastructures, du coup, potentiellement des crises financières, mais aussi des pandémies qui, à leur tour, vont augmenter le risque cyber parce que, évidemment, les établissements publics, les hôpitaux en particulier, sont assez fragiles de ce point de vue-là. Et puis, à la fin des fins, également le télétravail qui fait qu'on est tous, globalement, beaucoup plus sensibles à ce risque cyber. Globalement, ce qui ressort de cet exercice 2024, c'est que plus des 2 tiers des risques ont vu leur sévérité prospective à horizon de 5 ans augmenter, et plus d'un risque sur 2 a vu également sa fréquence augmenter pour les 5 prochaines années. Et c'est ce qui vraiment m'amène à dire que le risque change d'échelle. Et si ce risque change d'échelle, ce n'est pas seulement l'anticipation qu'en font les experts et les dirigeants de l'assurance, mais c'est aussi une perception dorénavant au sein de notre société, une perception qui accroît
la demande de protection. On a coutume chez France Assureurs de faire pas mal de sondages pour essayer de comprendre les aspirations de nos clients, de nos assurés, c'est-à-dire des citoyens français et des citoyens européens. Ce qui ressort de ces interrogations par sondage, c'est qu'à la fin du Covid, on était dans un sentiment global de résilience collective, puisque finalement, même si ça a été une période extrêmement difficile, avec des pertes très très importantes, néanmoins, on est arrivé à surmonter l'obstacle du Covid. Eh bien, cette importance, cette impression de résilience globale, maintenant, elle est complètement dépassée par un sentiment global qui est un sentiment de vulnérabilité. Les Français sont typiquement de plus en plus inquiets face au risque de cybercriminalité, face aux conséquences des événements climatiques et aussi face aux conséquences de la perte d'autonomie liée à l'âge. Et face à ces risques, 9 Français sur 10 expriment le besoin toujours plus fort d'être assurés. Ils sont même prêts, bonne nouvelle pour nous, à en payer le prix, puisque 8 Français sur 10 n'envisagent pas d'arrêter de s'assurer pour des raisons financières, et ce, malgré un contexte très tendu sur le pouvoir d'achat. Et ils sont plus de 80%, parfois même 90% quand on pense aux événements naturels, à attendre les assureurs pour les protéger contre ces risques. Donc, l'augmentation des risques, c'est d'abord une opportunité pour nous, assureurs, mais essayons de voir ensemble à quelles conditions on peut transformer cette opportunité. Et c'est là qu'intervient la notion d'assurabilité, un concept que tout le monde manie maintenant, avec lequel tout le monde jongle, et il faut s'en féliciter. Moi, chaque année, quand je sors cette cartographie des risques, c'est incroyable, je fais la matinale d'une très très grande radio nationale. Imaginez, pour ceux qui, comme moi, sont un peu anciens dans le métier, il y a 10 ou 15 ans, le risque, personne n'en parlait. Maintenant, le risque, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui intéresse les citoyens, le développement du risque. C'est quelque chose qu'ils ont perçu, qui les inquiète, mais en tout cas qui les intéresse. Du coup, tout le monde parle d'assurabilité, les politiques aussi, les médias, et même nos concitoyens. Bon, même si cette notion, on va le voir, est quand même parfois un peu galvaudée. Alors, rappelons d'abord qu'il y a 4 conditions pour qu'un risque soit assurable par l'assurance privée. Et quand je dis l'assurance privée, c'est évidemment assurance et réassurance. D'abord, il faut qu'il soit aléatoire, il faut qu'il soit quantifiable, il faut qu'il soit mutualisable, et enfin, il faut qu'il soit assumable dans sa magnitude au regard du niveau général des fonds propres des compagnies. Bon, ça fait quand même beaucoup de risques qui sont assurables par le secteur privé. Et qu'on ne vienne pas me dire, comme on me dit parfois en France en ce moment, que les assureurs se retireraient et ne voudraient plus assurer. Ça, c'est un non-sens total. L'assurance, c'est notre business. Simplement, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour s'assurer que les 4 conditions que je viens d'évoquer sont effectivement respectées et qu'on puisse effectivement effectuer notre métier. Alors, je constate aussi certaines déviations dans l'usage du vocable d'assurabilité ou d'inassurabilité, parce qu'en fait, ce que j'entends en France, c'est parfois des gens qui disent « oui, mais le risque devient inassurable ». Non, il n'est pas du tout inassurable. Simplement, le coût du risque augmente. Ben oui, les risques augmentent, ils augmentent, on l'a vu dans notre cartographie, ils augmentent en fréquence, ils augmentent en intensité. Le coût du risque augmente. Et même si en France, on a le marché le plus compétitif dans l'Union européenne, et donc la compétition, évidemment, elle pèse sur les tarifs, il n'en demeure pas moins qu'à la fin des fins, quand le risque augmente, le tarif augmente. Mais il ne faut pas nous dire que parce que le tarif augmente, le risque devient inassurable. Non, le risque est toujours assurable. Simplement, il faut évidemment faire son possible pour peser sur ce coût du risque. Et c'est ce qu'on fait, nous, en interpellant les pouvoirs publics sur l'envolée du coût de la réparation. Parce qu'une bonne partie de notre métier, en tout cas en assurance non-vie, c'est de réparer le monde réel. On répare tout, on répare les voitures, on répare les maisons, on répare les entreprises, on essaye de réparer aussi la santé de nos concitoyens. Et quand je pense, par exemple, à la réparation automobile, on a une inflation naturelle intrinsèque du coût de la réparation qui est très très élevée. Même quand on était en taux négatif, ça augmentait entre 8 et 9% chaque année. Donc évidemment, il faut s'attaquer aux causes racines
et il faut essayer de limiter cette inflation qui pèse sur les coûts de la réparation. De la même façon, je me suis attaquée beaucoup via les médias et via les réseaux sociaux à certaines pratiques qui se sont développées en France chez certains, pas tous évidemment, mais réparateurs de bris de glace, qui vous proposent, quand votre pare-brise a eu un impact, évidemment de vous changer votre pare-brise, ça, ok, mais qui vous proposent en plus une trottinette électrique ou une console Nintendo Switch, c'est-à-dire des cadeaux qui ont à peu près la même valeur que le coût du pare-brise qu'ils sont en train de poser sur votre voiture. Donc on voit bien que là, ça ne marche pas. Et chose intéressante, c'est que d'avoir beaucoup pris la parole sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., ça m'a permis d'illustrer le mécanisme de la mutualisation. Parce que nous, assureurs, évidemment, pour nous, c'est très naturel, mais c'est toujours un peu difficile à faire comprendre à nos concitoyens, aux médias, aux politiques, comment ça fonctionne. Ben là, c'était très clair pour eux. Moi, je leur dis, mais attendez, quand il y a certains de mes assurés, là, qui vont se faire réparer leur pare-brise et qui, à côté, ont un cadeau de la même valeur que le pare-brise, évidemment, moi, assureur, je rembourse 2 fois plus au réparateur, mais c'est vous qui payez, c'est l'ensemble des assurés qui payent. Moi, je ne bats pas la monnaie, je ne suis pas la Banque centrale, donc là, les coûts, ils sont nécessairement répercutés. Et bien là, je peux vous dire qu'en fait, les gens, ils comprennent très, très bien ce que ça veut dire, la mutualisation, et je crois que c'est important aussi de soulever des sujets qui peuvent être très concrets, qui peuvent peut-être paraître un peu simples, mais en tout cas, ça permet aux gens de comprendre pourquoi, quand le risque augmente, quand le coût de la réparation augmente, oui, évidemment, les tarifs de l'assurance peuvent augmenter, même si c'est une exigence pour nous, compte tenu du fait que l'assurance est une dépense contrainte pour nos concitoyens. Évidemment, nous en appelons au pouvoir public pour nous aider à maintenir le plus possible l'accessibilité financière de l'assurance, c'est-à-dire à nous aider à lutter contre l'inflation des coûts de la réparation. Alors, concernant maintenant les risques eux-mêmes, je crois qu'il y a 3 pistes qu'on peut travailler et je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que dans certains cas, on a abouti, donc on est arrivé à négocier, etc. On a abouti, puis pour d'autres, pas encore. Notre influence n'est pas suffisamment bonne, donc on a des propositions, mais elles n'ont pas encore été adoptées. Alors, la première piste, c'est peut-être la plus simple. C'est déjà de se dire qu'en fait, il y a des choses finalement pas très compliquées qu'on peut faire pour faciliter la couverture du risque. Ça peut être des mesures d'ordre comptable, fiscal, juridique. Je prends un exemple. Notre métier, c'est de mutualiser. En fait, aujourd'hui, on mutualise essentiellement entre nos assurés, mais à l'intérieur d'une année. Pour des raisons bêtement comptables, et en particulier les normes comptables IFRS, en fait, on ne peut plus mutualiser dans le temps, parce que mutualiser dans le temps, c'est faire des provisions d'égalisation déductibles fiscalement. Or, il y a des risques qui sont à occurrence beaucoup moins fréquente qu'une fréquence annuelle. Et si on ne peut pas mettre de côté quelque part ce qu'on n'a pas dépensé une année parce que le risque ne s'est pas réalisé, pour l'accumuler et pouvoir, le moment venu, indemniser un sinistre beaucoup plus élevé, évidemment, ça limite notre capacité à couvrir les risques. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même d'assez simple d'étendre cette possibilité de la mutualisation dans le temps via les provisions d'égalisation déductibles, évidemment, fiscalement. Si je pense au risque cyber, le sujet du risque cyber, c'est beaucoup, comme sur tous les risques, beaucoup un sujet de prévention. Prévention qui est maintenant bien en place dans les grands groupes, mais beaucoup moins dans les TPE, les PME. Et là, on s'est associé avec tous les agents généraux, avec des gendarmes aussi, parce qu'on a beaucoup de gendarmes qui sont formés à la cybersécurité en France. Ça fait 19 000 personnes qui vont visiter sur tout le territoire les TPE, les PME, pour leur expliquer qu'il faut changer ses mots de passe, qu'il faut sauvegarder ses données, qu'il faut mettre des mots de passe robustes. On est encore sur ce risque cyber à une situation, si je la transpose à l'assurance vol, dans laquelle les gens ils sortiraient de chez eux le matin sans fermer la porte ni la fenêtre et en laissant les clés de la voiture sur le tableau de bord. Donc on a des marges de manœuvre encore importantes sur ce risque cyber. Il faut faire de l'éducation, mais c'est vrai que nous, en tant qu'assureurs, on peut vraiment participer activement à la promotion de ces bonnes pratiques.
Autre champ du cyber, on a un très très gros sujet auprès de nos adolescents. On est extrêmement préoccupé de la manipulation de l'information et le président en a parlé tout à l'heure dans son allocution introductive. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une campagne sur les réseaux sociaux à destination des adolescents, parce que les adolescents d'aujourd'hui, de toute façon, c'est les assurés de demain. Et donc, on a fait une campagne qui leur est entièrement dédiée, donc avec ce qu'on appelle une webtoon, c'est-à-dire en fait une sorte de BD en ligne qui met en scène des personnages stylisés et qui vont rencontrer des situations allant évidemment jusqu'au cyberharcèlement pour les alerter sur la manipulation d'informations et puis sur toutes les conséquences de ce qu'ils peuvent effectuer en ligne. De la même façon, donc là, c'est des choses qu'on a faites, sur lesquelles voilà, on attend déjà des résultats. Vous avez vu que les Français sont très inquiets face aux conséquences de la perte d'autonomie liée à l'âge. On n'a pas de couverture universelle dépendance en France. On a des contrats d'assurance qui fonctionnent en capitalisation et qui couvrent la dépendance, mais ça ne couvre pas tout le monde. Donc on a réfléchi, on s'est dit, c'est vraiment une demande sociétale. Et quels que soient les niveaux de revenus ou de patrimoine des personnes, ils sont en attente d'une couverture. Et c'est pour ça qu'on a imaginé une solution qui marche techniquement et qui consiste à raccrocher à la complémentaire santé une garantie dépendance qui serait donc mutualisée sur 96% des Français, puisque 96% des Français disposent d'une assurance santé complémentaire. Alors, ça rend plus dans l'environnement économique et financier français l'immense mérite de ne pas requérir d'argent public. Donc, on fait beaucoup la promotion de cette proposition, mais vous voyez, c'est une façon, et je crois que la ministre l'évoquait tout à l'heure aussi, d'illustrer la contribution que le secteur privé de l'assurance peut avoir pour apporter des réponses sociétales face à des interrogations qui sont absolument majeures pour nos concitoyens. Alors maintenant, là, j'ai beaucoup parlé des risques qu'on peut assumer seul, nous, le secteur privé. Maintenant, il y a aussi des risques dont la magnitude ou le caractère systémique font qu'en fait, le secteur privé ne peut pas les assurer seul. C'est la deuxième catégorie. Et là, évidemment, et la ministre l'a évoqué tout à l'heure, il faut penser au partenariat public-privé. On a un partenariat historique en France, qui c'est notre régime de catastrophes naturelles. Je sais qu'un certain nombre de pays s'en sont également dotés. J'explique toujours en France, parce que, évidemment, les Français, comme ils y sont habitués, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont énormément de chance, parce qu'en France, jusqu'à présent, moyennant à peu près 25 € par an, j'ai bien dit par an, les Français sont couverts dès qu'ils ont une garantie dommage dans un contrat d'assurance contre les conséquences des événements climatiques extraordinaires. Alors, compte tenu de l'accroissement des événements naturels, on va être obligé, le gouvernement, parce que c'est un partenariat public-privé, donc c'est l'État qui fixe les tarifs. À partir du 1er janvier 2025, on va plutôt passer aux alentours de 40 € par an. Enfin, vous voyez que c'est ridicule pour couvrir l'ensemble de ces risques qui sont couverts donc, par ce régime de catastrophes naturelles. Pareil en assurance agricole, j'irai très vite parce que vous avez un panel qui y est dédié, mais on constatait dans notre pays les limites de l'assurance agricole avec de plus en plus d'agriculteurs qui n'étaient pas assurés. Et en fait, on vient de mettre sur pied un système avec 3 niveaux de couverture. Un premier niveau, et ça je crois que c'est important, où l'agriculteur s'auto-assure. Et donc ça, c'est un système qui est vertueux parce que ça les encourage à mieux gérer leurs propres risques. Au-dessus, il y a un pool d'assureurs. Et encore au-dessus, pour vraiment les événements extrêmes, là, il y a une intervention possible de l'État. Donc ça a été fait. Alors, on a une autre proposition dans nos tiroirs. Je crois que tous les marchés d'assurance ont été très, très touchés par la crise Covid. La question qui s'est posée dans la crise Covid, enfin, il y en a eu plein, mais du point de vue de l'assurance, ça a vraiment soulevé la question de la couverture des conséquences économiques de la pandémie suite aux fermetures administratives de pans entiers de l'économie. On a été très, très, très attaqués, en tout cas dans notre pays, tout spécialement par les restaurateurs, mais pas seulement,
On soutenait, et c'est ce que la Cour de cassation a tranché quelques années plus tard, parce qu'évidemment, ça prend toujours du temps, mais que ça n'est pas couvert dans nos contrats d'assurance. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour ne pas imaginer une réponse pour la prochaine crise. Alors la prochaine crise, ce ne sera sûrement pas une pandémie, ce sera autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'événements exceptionnels qui peuvent relever d'une menace d'événements climatiques, voire une menace terroriste, qui vont amener les pouvoirs publics à décider une fermeture administrative locale ou nationale. Ça peut être juste un quartier dans Paris ou au contraire toute une zone géographique menacée par un gros événement naturel. Et du coup, les commerces s'arrêtent, les entreprises s'arrêtent et évidemment, ça a des conséquences. Et là, on a réfléchi et on a imaginé donc un système qu'on a appelé CATEX et qui permettrait, s'il était adopté, mais il ne l'est pas aujourd'hui, de verser un capital résilience pour permettre à ces entreprises, à ces entrepreneurs, à ces commerçants de passer le cap de la crise. Donc là aussi, on en parle régulièrement avec les pouvoirs publics. On sent que la difficulté qu'ils ont, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit mutualisé sur le plus grand nombre. Donc, il faut que ce soit inclus obligatoirement dans toutes les multirisques entreprises. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est anti-sélectionné. Mais tout ça pour illustrer le fait qu'on a des capacités de réponse à des vraies interrogations et des vrais défis qui sont devant nous, qui sont devant nos entreprises et nos économies. Et puis enfin, la troisième piste, la troisième qui est en fait la première chronologiquement, c'est la prévention et l'adaptation. Parce que le meilleur sinistre pour tout le monde, mais d'abord pour l'assuré, c'est celui qu'on a évité et qu'on a évité grâce à la prévention. Si je pense au risque naturel, on voit qu'on a encore une très très grande marge de manœuvre. Je vous ai dit, nous on aime bien interroger les Français pour essayer de mieux comprendre leur appétence au risque, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, etc. Quand on les interroge, plus de la moitié des Français sont vraiment conscients de l'aggravation des risques climatiques. Mais maintenant, quand on leur demande s'ils se sont préparés à titre individuel, et on a plein de guides pour les aider sur notre site internet, par exemple, leur maison, etc., là, il n'y en a plus qu'un tiers qui a un peu réfléchi à quelles seraient les conséquences pour ma maison si le ruisseau déborde ou s'il y a une tempête ou un orage de grêle, etc., etc. Donc on voit qu'on a encore une grande marge de manœuvre. Alors on a décidé en France récemment d'avoir une journée nationale de résilience le 13 octobre. Nous, on milite pour que cette journée nationale de résilience soit vraiment déclinée au plan local, de façon à ce que tous les acteurs, évidemment les particuliers, mais aussi les entreprises, elles ont des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, mais assez souvent, elles oublient de modéliser dans les scénarios de crise les catastrophes naturelles. Or, évidemment, elles sont soumises à ces risques comme nous tous. Et puis, il y a évidemment les collectivités territoriales qui doivent, elles aussi, progresser pour élaborer des plans de prévention des risques. Je voudrais citer un dernier exemple de prévention parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, le risque change d'échelle. Et je suis très fière de dire ce matin que les assureurs français ont aussi changé d'échelle dans leur vision de la prévention. On a, sur les événements naturels, on a un risque assez spécifique à la France, qui est le risque de retrait-gonflement des argiles. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand vous construisez une maison sur des sols argileux, quand le sol est humide, l'argile, comme une éponge, gonfle, et quand ça sèche, ça se rétracte. Moyennant quoi, les murs des maisons qui sont construites sur des sols argileux se fissurent et pour certaines vont même jusqu'à devenir inassurables. C'est un énorme sujet pour nous. Plus d'une maison sur deux, plus de 11 millions de maisons sont concernées en France. C'est un énorme sujet. Et donc, on a décidé de lancer donc une initiative qui va nous permettre de tester des technologies pour essayer d'améliorer la résilience du bâti. Dernier élément, mais je le mets dans la prévention et l'adaptation, et comme l'a dit la ministre, et j'étais très heureuse de l'entendre de la bouche du ministre des Finances, nous sommes aussi, on a beaucoup parlé du passif du bilan, mais on a plein d'actifs en face, on a tous nos placements, et avec nos placements, on est des très très grands financeurs de l'économie,
Et comme on est aux premières loges du réchauffement climatique, évidemment, naturellement, nos actifs sont de plus en plus tournés vers des actifs qui vont être vertueux dans le cadre d'une transition écologique. On a plus de 80% des portefeuilles qui sont couverts par des analyses extra-financières. On a les 2/3 des assureurs qui calculent l'empreinte de leur portefeuille en matière de biodiversité. Et tout ça pour dire qu'il faut aussi faire prendre conscience à nos assurés, qu'ils soient personnes physiques ou entreprises, que l'acte de s'assurer, c'est un acte doublement citoyen. Premièrement, parce que ça les protège d'un risque et que du coup, ça protège aussi le reste de la société. Et deuxièmement, parce qu'avec l'argent qu'ils nous confient, eh bien, nous sommes des acteurs incontournables des transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques ou digitales. Je vous remercie. Merci beaucoup.